Bonjour, bienvenue dans les entretiens de l'IFGAP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Bertel, que vous allez rencontrer très rapidement. Avant, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement présenter l'IFGAP. Donc, c'est l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel que j'ai le plaisir de diriger. Et dans le cadre de l'IFGAP, il y a différents types d'événements, des visioconférences, des formations. Et là, aujourd'hui, donc, nous avons Bertel sur le thème de comment une crise nous impacte et nous transforme en profondeur. Et la semaine prochaine, à la même heure, le même jour, mardi prochain, j'accueillerai le docteur Souad Jamé, qui est spécialiste en cardiologie, qui travaille en Belgique et au Maroc, et qui a la particularité d'être aussi une autrice et femme de théâtre. Et elle a écrit un ouvrage qui a retenu tout particulièrement mon attention, qui s'appelle La version des fées, les fées, des contes de fées. Et là, elle revisite la figure de la femme dans les contes de fées et elle fait un travail que je trouve remarquable, qui a retenu particulièrement mon attention, surtout à cette époque où la question de rapport homme-femme demande encore à être travaillée, traitée. Il y a encore du chantier. Mm. Voilà. Donc, sinon, sur le site de l'IFGAP, vous pouvez accéder au programme de visioconférence, au moins celle du trimestre, il y en a toute l'année. Et puis, juste deux stages. Le prochain, le 10, 11, 12 novembre, un séminaire sur le thème de l'œil et du regard, donc une approche gestaltiste, pratique, dynamique, sur cette question de l'œil et du regard dans la dimension physiologique, relationnelle, énergétique. Et puis, du 1er au 3 décembre, l'IFGAP, depuis cette année, intègre ce vieux compagnon de l'homme qui est le cheval, un animal étonnant et remarquable. C'est un véritable miroir de l'humain. Et là, du 1er au 3 décembre, ce sera un séminaire qui aura pour thème l'intelligence émotionnelle. Et nous avançons à la fois avec l'humain et l'interaction avec cet animal qui est remarquable. Voilà. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec Eve Bertel, qui est psychanalyste intégrative, philosophe de cœur, essayiste, que j'ai eu le plaisir de recevoir déjà pour un précédent ouvrage qui s'appelle Le bonheur d'aller vers soi. Mm. Et, et le bonheur est Ouais, plus là. voilà. Elle vient d'écrire un deuxième ouvrage Mm, qui fait le thème de notre rencontre. mm, mm. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bon, tu as dit que j'étais psychanalyste, hein, Ouais, intégrative. Voilà, donc voilà, c'est OK pour moi. d'accord. Mhm. Alors, ben, je propose de faire juste un bref petit tour sur la notion de crise. Mhm. Mm, Qu'est-ce qu'une crise? Eh bien, une crise, c'est un moment critique, un moment de mise à l'épreuve. C'est mm, un moment qui est un moment de danger et cela peut être pour un individu, ça peut être pour un groupe, ça peut être pour une société. Et là, en ce moment, eh bien, nous sommes servis à tous les niveaux, individus, groupes et sociétés. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a différents types de crises que j'évoque très, très rapidement, très succinctement. Au niveau individuel, eh bien, il y a la maladie, il y a l'accident, il y a le divorce, il y a les pertes de travail, il y a la mort, le deuil. J'arrête là. Au niveau du groupe ou de la société, il y a les catastrophes écologiques, météorologiques, il y a les mouvements sociaux avec les grèves, les émeutes, il y a les crises financières, il y a la guerre, il y a les crises sanitaires. Voilà, et en termes de crise, donc là, en ce moment, nous sommes bien servis. Et je voulais juste évoquer, chez les Chinois, en chinois, le mot crise est composé de deux caractères. L'un signifie danger,
c'est un homme, ça symbolise un homme au bord d'un précipice, et l'autre signifie opportunité, c'est-à-dire que c'est aussi une occasion à saisir et c'est une occasion de changer, une occasion de changement. Donc, je trouve très intéressant l'idéogramme chinois qui comprend ces deux éléments dans la notion de crise. Voilà, ben, je propose de rentrer sur ce sujet avec Ève et je vais commencer par une première question. Ève, c'est ben, qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce livre et pourquoi? Alors, je voudrais juste compléter ce que tu as dit à propos de la définition de la crise. Parce que pour moi, une crise, surtout quand elle a l'ampleur de la crise covidienne, hein, dont je vais parler tout à l'heure, elle tire vraiment une sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise si quelque chose ne s'est pas déréglé dans notre vie, dans nos relations, dans notre psyché. Donc c'est une sonnette d'alarme qui est là pour nous dire attention, tu es en train de sortir de ce qui est juste et bon pour toi. Donc on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de crise quand elle survient dans notre vie. On ne peut pas éviter de la vivre, la crise. C'est bien au contraire, c'est impératif qu'on essaie d'apprivoiser ce qui se passe, puis qu'on essaie d'en extraire la substantifique moelle. Et pour rebondir sur ce que tu disais de la façon dont les Chinois envisageaient la crise, une fois j'ai entendu Bernard Stiegler qui disait que une crise c'est un pharmacon. Alors je ne sais pas si on dit pharmacon ou pharmacon dans la prononciation du mot grec, mais ça voulait dire qu'à la fois c'est le poison et à la fois c'est le remède. Et oui, j'aime bien cette façon d'envisager la crise. D'ailleurs, dans le sous-titre de mon livre, j'avais marqué les vertus et bienfaits du chaos. Donc, voilà, une crise dit un chaos, dit quelque chose qui se dérégule et qui nous invite aussi à reconsidérer notre façon de vivre. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je fais partie de ces gens qui ont vécu dans un effarement total et un malaise grandissant la crise covidienne. J'avais l'impression de vivre dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, avec de l'angoisse, de la confusion, de la sidération. Et je me disais, mais voilà, j'étais en état de choc en fait. Et j'avais l'impression que le sol vacillait sous mes pieds. Et c'est vrai que quand on ne parvient pas à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, hein, quand on n'a pas le sol stable de la vérité, de la réalité sous nos pieds, eh bien, on vacille. Donc, j'ai vécu, même s'il y a eu, comment dire, de bonnes conditions matérielles pour vivre les confinements, j'ai néanmoins vécu cette période covidienne dans une sorte d'effarement, parfois même d'effroi. Et je me suis, en tant que psychanalyste, je me suis mise à l'écoute de ces processus intérieurs et je me suis dit, mais en fait, je me suis dit à moi-même, mais tu es en état de choc. Tu es en fait en état traumatique. Et, et là, ça a activé vraiment mon désir de comprendre, mon désir de chercher, pour essayer de mettre du sens sur ce qui me paraissait impensable. J'étais comme avec une matière inassimilable qui générait beaucoup d'angoisse. Ce qui fait que, alors, bon, quelques mots sur le trauma, mais je pense que les gens savent, mais simplement, c'est vrai que le trauma, c'est un événement d'une grande intensité qui fait effraction dans notre vie et on n'a pas, n'a pas la capacité d'y répondre de manière adéquate. Donc, c'est quelque chose qui vient nous impacter, nous pulvériser parfois. Et c'est vrai que tant qu'on vit comment dire, tant qu'on vit sous l'influence de ce trauma, on est en fait avec une force invisible qui façonne notre vie. Et tant que l'emprise de la signature de ce trauma, l'empreinte de ce trauma est là dans notre vie, eh bien, on vit dans la peur, on vit dans la terreur. On est très affaibli physiquement et on est en proie à la peur.
Et ben oui, je crois qu'effectivement, c'était visible que nous étions tous dans un état de peur, voire de terreur. Donc, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon ressenti personnel qui m'a poussée, qui m'a mise en chemin pour essayer d'y voir clair dans cette énormité qui me tombait sur la tête, qui nous tombait sur la tête. Donc, j'ai fait un travail cognitif pour essayer de comprendre, avec beaucoup de recherches, de recherche d'informations, mais de recherche aussi à l'intérieur de moi pour essayer de faire des liens. Un travail cognitif, un travail de conscientisation. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais aussi, pour intégrer ce trauma, besoin de faire un travail de digestion psychique. C'est très important, la digestion psychique. À mon sens, aujourd'hui, la société n'a pas reconnu l'intensité de ce trauma collectif et la digestion psychique n'est pas faite. Parce que je ne dois pas être la seule à sentir ça, que depuis, il y a comme quelque chose de sombre, quelque chose s'est assombri. Il y a comme une lourdeur, une apathie, une désespérance là, qui plane en suspension dans l'air qu'on respire. Donc, pour moi, c'est le signe qu'en fait, la digestion psychique n'a pas été faite. Et quand on ne fait pas cette digestion psychique, ben, il y a une sorte d'empoisonnement. Hein, voilà. Donc, Oui, alors c'est c'est vrai sûr. que le traumatisme a été assez généralisé, hein. Et bon, il y a des gens encore, c'est difficile de parler de cette période, de cette crise sanitaire, hein, qui a été un vrai traumatisme pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup de clivages qui perdurent aujourd'hui encore, hein. C'était terrible, Ouais. Ouais, c'est pour ça que ça m'a poussée à écrire ce livre. Je me suis dit, on ne doit pas collectivement rester avec cette souffrance et ce trauma. C'est important qu'on accède à la compréhension de ce qui s'est passé. Et mon but à moi en écrivant ce livre, je l'ai écrit en tant que psychanalyste, hein, c'est-à-dire que mon intention, mon but, c'était en fait de ne pas rester à la surface au niveau des explications rationnelles, économiques, sanitaires, bon, qui sont nécessaires, mais je voulais aller explorer les soupiraux de la pensée. Je voulais aller ausculter les égouts de la pensée, mais plus précisément de la psyché collective. J'étais presque hantée par cette question, mais que nous est-il arrivé? Que nous est-il arrivé? Que s'est-il passé pour que une chose de cette ampleur-là impacte de cette manière-là et, et nous amène tous, j'ai envie de dire, dans des comportements, des attitudes où il y avait beaucoup quand même de passage à l'acte. Donc j'ai voulu en quelque sorte aller aux racines du mal parce que je sais bien, on sait bien que derrière chaque discours explicatif et rationnel, il y a des sous-bassements affectifs, psychiques, inconscients. Et c'est moi, c'est cette matière-là que j'avais envie d'explorer, les dessous, l'envers du décor. est-ce qu'il y a une spécificité pour toi dans cette crise Oui, covidienne? Oui. ah oui, oui, il y a vraiment une spécificité déjà. C'est quelque chose qui relève du jamais vu. C'est-à-dire, nous avons vécu quelque chose que nous n'avions jamais vécu personne. On est avec un événement sans précédent, du jamais vu, du jamais connu. C'est-à-dire que l'inconnu, l'inédit, débarque dans le familier et fait exploser tous nos repères. Donc, ça a donné une sensation de bizarrerie, d'étrangeté, d'irréalité. Et comment on vit ça? Eh bien, on le vit très mal parce qu'en fait, on n'est pas psychiquement et intellectuellement équipé pour comprendre et pour vivre un événement sans précédent, quelque chose qui sort de nulle part. On n'a pas les codes. Donc déjà, pour moi, c'est une des grandes spécificités de cette crise. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à le formuler, c'est Shoshana Zuboff, qui écrit un excellent livre que je conseille à beaucoup, qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance. Alors, c'est un pavé, c'est gros comme ça, mais c'est très bien écrit et c'est d'une nourriture intellectuelle extraordinaire. Et elle mettait l'accent sur, pas à propos du Covid, mais quand elle a dit ça, je me dis, mais oui, mais voilà, c'est ça aussi qui a généré le choc, c'est cet événement sans précédent. La- la- et cet événement sans précédent a généré de l'impensable, de l'anormalité et de l'impensable. On a vécu une expérience de non-sens.
Et ça, c'est pareil. Comment on fait pour penser l'impensable? Penser l'impensable, on ne peut le faire que par petits bouts, par petites touches. Sinon, ça ne rentre pas dans notre cerveau, dans notre équipement cognitif. La deuxième chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est la maltraitance institutionnelle, qui était déjà présente, hein. Simplement, elle a pris pour moi une ampleur et une visibilité. Euh, C'était à la lumière du jour. On pouvait tous voir combien nous étions maltraités par les institutions et les décideurs. Et c'est difficile, hein, d'apprivoiser la maltraitance, apprivoiser entre guillemets, parce que quand il y a de la maltraitance dans un couple, dans une famille, dans un groupe, dans une entreprise, entre une mère et son enfant, un père et son enfant, c'est très difficile pour l'intéressé de, comment dire, de prendre la mesure de la maltraitance, de le réaliser. C'est impensable. La maltraitance, elle est impensable, surtout évidemment quand elle émane de gens qu'on aime. On peut pas se dire qu'il y a une entreprise de destruction chez quelqu'un qui nous aime. Ça fait des nœuds dans la tête. Donc, moi, c'est ça qui m'est apparu, comme s'il y avait une officialisation d'une forme de maltraitance institutionnelle de la part de l'État, des institutions qui étaient censées nous protéger. Bon, enfin, je ne vais pas tout revenir sur tout ce qui s'est passé, mais voilà, il y a eu quand même des tas d'injonctions paradoxales, des tas d'interdits sociétaux, il y a eu une avalanche de contrôle, enfin, voilà, il y a eu tout ça. Et puis, donc pour moi, le Covid, c'est vraiment un révélateur explosif de l'intensité des maltraitances dans lesquelles on vit. Et ce que j'ai remarqué, c'est une forme de banalisation, comme si en fait, on s'était peu à peu acclimaté à une certaine violence, une certaine maltraitance. J'ai eu le sentiment qu'en fait, tout le monde avait voulu jouer le jeu, mais pour pouvoir jouer ce jeu-là, il nous a fallu faire comme si c'était simple, ce qu'on nous demandait, comme si c'était nécessaire, simple et facile, au vu du danger, de s'enfermer chez nous, de vivre une privation sensorielle, hein, parce que quand même nos vies ont pris la taille d'un confetti, de vivre une privation relationnelle, une privation de contact physique. Donc, j'ai observé qu'on avait fait comme si c'était facile. Or, c'est pas du tout facile. Même si les distanciations et tous les exigences qu'on nous a données pour éviter la transmission du virus, en fait, c'était extrêmement violent à vivre pour tout le monde. Ça a eu forcément des répercussions pathologiques. Donc, Parce que ça nous a demandé de vivre et d'être à des mm. années de ce qu'est notre nature profonde d'être humain. Donc, ça a mis en évidence des maltraitances institutionnelles et la capacité pour une grande majorité de la population à s'adapter à cette maltraitance, à y répondre, à s'y soumettre, hein. Hein. Ah, il y a eu en fait tous nos mécanismes ça a engendré deux choses sur lesquelles je vais revenir, hein, pour rebondir sur ce que tu dis. Mais il y a aussi une chose qui pour moi fait la spécificité de cette crise, c'est l'état de guerre dans lequel on a vécu. Alors, on n'a pas vécu une guerre avec des vrais bombardements, voilà, toutes les atrocités qu'il y a dans une guerre, mais nous avons vécu dans un climat de guerre. D'ailleurs, le président de la République a dit Hum, que c'était une guerre. Nous sommes en guerre. Il voilà. a vraiment énoncé, sur le plan sémantique, on était introduit dans un climat de guerre. Voilà, nous avons été introduits par le chef du gouvernement, le chef de l'État plus précisément, dans un climat de guerre et une guerre particulière, une guerre sanitaire. Une guerre sanitaire avec comme ennemi un virus invisible qui pouvait être chez toi, chez moi, chez chacun d'entre nous. Ce qui fait qu'en fait, cette guerre sanitaire, ça a mis en place un état d'esprit d'hostilité des uns vis-à-vis des autres. Une peur, une peur et une hostilité de tous contre tous. Donc c'est terrifiant parce que c'est terrifiant parce qu'un monde, une société, enfin, une société saine, c'est une société dans laquelle on se donne des coups de main, dans laquelle on peut accoucher, vieillir et mourir entouré avec les autres. Donc une société humaine, c'est ça. Donc on a été amené à vivre quelque chose de profondément inhumain.
pour moi, c'est la spécificité de cette crise covidienne, hein, l'événement complètement sans précédent, la maltraitance, la violence institutionnelle, et oui, l'état de guerre dans lequel, dans le climat de guerre dans lequel on a vécu. Et donc, ça a produit deux choses, hein. Tu parlais de la soumission. Ça a produit un mécanisme de survie, c'est-à-dire qu'on s'est tous réfugiés. En fait, il y a eu un grand mouvement collectif de régression psychique parce que on s'est retrouvé dans un état un peu d'infantilisation qui fait que beaucoup d'entre nous n'ont plus eu accès à leur maturité, à leur intelligence. Et ce phénomène régressif nous a ramenés vraiment dans des endroits de dépendance affective, où on demande à l'autre, à l'État, au monsieur en blouse blanche, de comment je fais pour survivre. Voilà. Donc on a remis notre autorité, notre autonomie à l'extérieur, complètement à l'extérieur. Et puis, avec ce phénomène de régression collective psychique fait qu'en fait, on a dû avoir tous des stratégies de survie. Des stratégies de survie, ça veut dire qu'on s'est replié sur soi et on a dû se cliver soi-même, on a dû s'anesthésier pour pouvoir survivre dans ce monde de fous. Donc, on a dû se couper de nos émotions, se couper du réel, de la réalité, et on s'est réfugié dans des mouvements psychotiques. Pour moi, la crise covidienne, ça a fait exploser nos noyaux psychotiques et pervers. Et c'est ce qui explique après, entre autres, hein, la débandade qu'on a vécue partout, hein. Donc, on s'est réfugié vraiment vers des mécanismes de protection assez archaïques et infantiles, tout simplement pour survivre, hein, parce que je pense que c'est ça dont il était question, de ne pas être contaminé de trop par la folie. Ceux qui ont su résister à cette folie euh, ont dû trouver d'autres mécanismes que ceux du clivage. Et en tout cas, à la fin des confinements, je pense rien que pour la Suisse que je connais un petit peu, les établissements recevant des enfants et des adolescents ont explosé en termes de fréquentation, hein. Donc ça a été délétère comme impact, hein. Terrible. Oui, oui, non, je pense qu'on est vraiment avec la nécessité, là, tous collectivement. Je sais bien, je sais combien c'est tentant de se dire, allez, c'est derrière nous, on tourne la page. Le problème, c'est que cette crise n'a pas été métabolisée. C'est-à-dire on n'a pas extrait la substantifique moelle de cette crise. Et pour ça, il faut revenir sur le trauma, il faut faire un travail de guérison individuelle et collectif. Il faut faire ce travail de digestion émotionnelle, affective, psychique. Et puis, il faut donner du sens à l'impensable. Voilà. Donc, on a tout ce travail-là à faire pour pouvoir après tourner la page et aller vers autre chose. Et il faut qu'on s'équipe. Il faut qu'on s'équipe psychiquement pour vivre les crises parce que celle-ci, même si elle a été le point d'orgue de tas de choses sur lesquelles on pourra revenir, nous sommes dans un enchaînement de crises, hein. Et voilà, il y a la crise climatique, il y a la crise énergétique, enfin bref, et ça ne va pas cesser. On va passer d'une crise à l'autre, d'une terreur à l'autre. Donc ça implique que nous profitions de la crise covidienne pour nous équiper psychiquement et cognitivement, pour nous armer de l'intérieur et pouvoir développer en nous la capacité de traverser ces crises et d'en sortir par le haut. D'en sortir Et, par le haut. et quels sont les mouvements inconscients, les forces inconscientes qui ont été mobilisées dans cette crise pour toi? Alors, pour moi, la crise covidienne a appuyé sur tous nos endroits névralgiques. Comme nous avons été fragilisés et physiquement et psychiquement, et que nous avons eu peur, et que nous avons été en état de choc, en trauma, nous avons régressé psychiquement, ce qui signifie que cette fragilité globale a ouvert davantage nos inconscients personnels à l'inconscient collectif. Et cette fragilisation collective, en fait, elle a autorisé comment dire, la manifestation des endroits de nous les plus régressés, les plus régressifs, et je pense notamment à des pulsions sadiques, au sadomasochisme, à la perversion,
à l'envie et à la haine destructrice. Je pense aussi à la terreur de la mort, parce qu'on est quand même une société qui pense que la mort, c'est pire que tout, et même pire que l'esclavage. Donc, c'est l'inconscient collectif, une sorte de retour du refoulé. Ça veut dire tout ce qui a été enterré vivant à l'intérieur de nous et à l'intérieur de la société. Par exemple, je pense au trauma des deuxièmes guerres, des deux grandes guerres mondiales. On en est où? Est-ce que ça a été digéré? Est-ce que Vichy a été digéré? Est-ce que les atrocités de ces deux guerres-là ont été digérées? Je ne suis pas sûre. D'autant que je pense que l'état de guerre dans lequel on a vécu a permis une résurgence de ces vieux traumas passés. Donc, on est avec des énergies, grosso modo, on pourrait dire grosso merdo, qui ont à voir avec le stade anal. C'est une de mes hypothèses que je pense que la crise covidienne nous donne à voir que globalement, psychiquement parlant, nous serions restés au stade anal, c'est-à-dire, on sait bien que le stade anal, donc si j'en dis quelques mots là-dessus, c'est un moment organisateur du développement psycho-affectif de l'enfant autour de 2-3 ans, hein, et ça passe par l'acquisition du contrôle des sphincters. Donc, on est dans un apprentissage de contrôle et de maîtrise, et on est aussi à cette époque-là avec, entre guillemets, un bien à donner ou à ne pas donner à l'autre. Hein. C'est notre première monnaie. Hein, voilà. Est-ce que je donne mon beau caca à ma maman, à mon papa, ou est-ce que je ne le donne pas, je le garde pour moi? Ou est-ce que voilà, est-ce que je les fais chier avec ça? Le stade anal, c'est vraiment un moment où, qui est associé aux pulsions sadiques, à la haine et au désir de faire chier l'autre. L'analité, c'est ça. C'est je te donne quand je veux, si je veux. Et donc, donc c'est un moment crucial de la personnalité aussi qui peut faire, où on peut passer de la névrose à la psychose. C'est un moment délicat, l'analité, parce que si la maman, les parents, ils vont en force, parce qu'en fait, il y a une loi à intégrer. Pour vivre en société, il faut être propre. Voilà. Mais le problème de l'acquisition de la propreté, ça passe par la façon dont ça va être fait. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que les parents soient extrêmement fermes, c'est pas négociable. À un moment, tu arrêtes de faire dans ta couche, tu fais dans le pot. Mais il faut que ce soit fait avec suffisamment de souplesse et de délicatesse. Donc souvent, les périodes anales sont des périodes délicates où on a pu être brutalisé, brutalisé, oui, forcé, etc. Donc ça inclut une relation à l'autorité, à la loi particulière. Hein. En tout cas, il m'est apparu qu'il y avait beaucoup de pulsions sadiques et sadomasochistes qui s'étaient dévoilées, là, qui s'étaient exprimées au grand jour, et que ça donnait à penser que nous étions collectivement régressés, ou en tout cas encore trop installés dans le stade anal. Et donc, il faut grandir. Il faut grandir et passer à autre chose. Et puis aussi, oui, je voudrais dire aussi quelque chose sur ce stade anal, c'est qu'en fait, c'est le moment où on va faire la différence entre le bien et le mal. C'est le moment où en fait les choses vont s'organiser de manière structurée et hiérarchisée. Hein, il y a ce qui est en dessous, ce qui est au-dessus, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc c'est un apprentissage extrêmement important et qui est très différent de celui qui précédait, parce que celui qui précédait, c'est un peu la fusion entre l'enfant et la maman, où tout est mélangé, et on mélange tout. Donc en fait, c'est une étape où on commence à séparer et à organiser les choses. Et voilà, moi j'ai vu très nettement, notamment, ça m'a sauté à la figure quand j'ai entendu, je crois que c'est un ministre ou un député dire les non-vaccinés, on va les faire chier. Oh, c'est le président. C'est le président. Il y en a deux, il y a le président de la Ah oui. République, et puis on ira jusqu'au bout. Et puis il y a eu un député aussi, j'en parle de mon livre, je ne sais plus lequel, un député ou un ministre, qui a dit la même chose. En fait, il y a eu deux membres du gouvernement ou un député, voilà, voilà. Et ça, typiquement, faire chier l'autre, c'est anal. Oui. Donc, Le président a parlé d'emmerder, on va les emmerder. c'est beau, Voilà. On est toujours dans la au merde. même endroit. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que
monde anal, c'est l'autre, c'est de la merde. Le monde dans lequel je vis est merdique, mais aussi moi, je suis de la merde. Donc, et je trouve que c'est très présent, c'est très présent cette sensation-là de vivre des choses merdiques, que tout est à chier. On entend beaucoup les gens parler comme ça. Donc, ça dépeint une société, ça décrit un sentiment intérieur qui, pour moi, au-delà de la grande frustration que les gens ressentent, ça témoigne d'un moment où la société, où collectivement, on est un petit peu englué là-dedans, à nous débattre là-dedans, entre les sadiques qui emmerdent, les aspects masochistes de nous qui subissent, et avec, en même temps, tout ça, c'est vieux monde, hein, et en même temps avec une aspiration à autre chose, une aspiration très, très forte à sortir de ça. Donc, à la fois, ça donne à voir des choses difficiles, mais aussi en même temps, ça donne de l'espoir. Mhm. Donc, Ouais. j'entends que cette crise covidienne, en fait, elle remue des problèmes, des traumatismes transgénérationnels. On remonte Première, Deuxième Guerre. Tu n'as pas évoqué la guerre d'Algérie, où là, on voit que c'est encore très, 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 très brûlant. Et effectivement, chaque fois qu'un événement traumatique advient, que ce soit au niveau individuel ou collectif, en tout cas, consciemment ou pas, et souvent inconsciemment, ça va remuer des traumas plus anciens et qui peuvent remonter même à des générations antérieures, hein. Juste pour un petit témoignage personnel, moi j'ai eu le Covid et dans un moment de connexion à la souffrance que j'avais à ce moment-là, je me suis retrouvé relié à des ancêtres intérieurement. Vraiment vécu très fort quelque chose en relation avec les ancêtres qui se passait à ce moment-là, hein. Donc, ce que tu évoques là me rappelle à ce moment personnel que j'ai vécu. Et c'est ma conviction que de toute façon, on est dans la danse des traumatismes et que là, avec le Covid, on a eu un beau déploiement de cette danse. Et puis, ta lecture à toi, c'est que ça se passe à un niveau anal avec toutes les manifestations de type sadique, sadomasochiste, enfin, qu'on peut lire ainsi, qui sont manifestées. Il y a peut-être, on peut laisser une ou deux questions Oui, on peut. s'exprimer. Je Oui, vois oui. que Nicolas, où est le, Mm. ouais, tu peux remettre ton micro, Nicolas, et puis tu veux poser une question, ce sera l'occasion. Véronique aussi, c'est possible. Donc, le micro est coupé toujours, hein. Oui, bonjour. 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 Donc, oui, moi j'ai bien suivi ce que vous avez dit. Euh, je pensais à dire quelque chose là-dessus. Mais la question, à mon avis aussi, parce que moi je suis tout à fait d'accord, il y a un gros trauma sociétal finalement qui est là et que je pense que pas beaucoup de gens constatent ou veulent se l'avouer qu'effectivement on est traumatisé partiellement par ce qui s'est passé. Et je pense que ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui l'ont tout à fait bien vécu, je pense. Il y a des autres qui l'ont beaucoup moins vécu, donc c'est assez asymétrique de toute manière. Mais c'est maintenant comment on va comment dire, trouver des ressources pour éventuellement faire face à des nouvelles situations dans ce style-là, ou en tout cas pouvoir naviguer dans les nouvelles règles du jeu qui ont été présentées par effectivement les institutions, on va dire, à la fois nationales et à la fois internationales. C'est vrai que pour moi, la première question vraiment que ça pose, c'est comment nous allons Il y a quelques soucis techniques là des oui, connexions qui sont instables. mm, oui, Oui, tu es en train de parler, tu peux reprendre, Eve. je disais que pour moi, vraiment, la question fondamentale, c'est comment nous allons accepter de vivre pleinement notre vie dans, Bon, la mise de dans un... connexion entre Eve et Nicolas font qu'il y a des connexions instables. Vos images sont arrêtées. Ça y est, là, tu as l'air de revenir. Sinon, Oui. c'est Eve, bon? à toi. Vas-y. Ah oui, je dis, Vas-y, pour moi, essaye. la question essentielle, c'est comment nous allons, d'une part, accepter l'état du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes vraiment
dans une fin, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Hein, nous sommes vraiment dans une fin de cycle. Hein. J'aime beaucoup la théorie des 4 âges. Hein. On serait donc dans le Kali Yuga, disent les hindouistes, ou dans l'âge de fer, dit la tradition grecque. Et ça veut dire que nous sommes dans un passage où les énergies de Solvay en alchimie, sont des énergies de dissolution, de déstructuration, de destruction qui œuvrent pour détruire un monde et permettre l'éclosion d'un autre. Donc, c'est un passage normal, ça fait partie des évolutions et de la psyché et de la société. Mais nous vivons une fin de monde, une décadence, une déstructuration, voilà. Donc d'abord, comment on va regarder la déliquescence et la déstructuration de ce monde, comment on va l'accepter et comment on va accepter de vivre ce monde-là sans en être impacté intérieurement. Donc comment je fais pour vivre, moi, ma vie, à moi, comment je préserve mes valeurs, ma singularité, comment je trouve ma place en cohérence avec ma profondeur dans un monde qui va vers sa fin. Pour moi, c'est une grande question. Et alors, il y a des éléments de réponse, bien évidemment, mais après, chacun, je veux dire, le chemin de guérison, le chemin salvateur, il est entre les mains de chacun et c'est à chacun de faire ce travail intérieur d'accouchement, d'élaboration. Mais oui, c'est très sollicitant, c'est vraiment très sollicitant. Alors, moi j'ai des éléments de réponse. J'ai envie de dire que dans un premier temps, ce qui peut nous aider, c'est de réécouter ce que disent toutes les grandes traditions spirituelles. Elles disent tous que la vérité ultime, hein, la vraie vérité en fait, elle est intemporelle. Ça veut dire que nous, on vit la décadence d'un monde, mais la vraie réalité dont parlent les éveillés, elle est ailleurs. Alors, bon, tant qu'on n'est pas éveillé, on n'y a pas accès, mais je trouve que c'est rassurant de se dire que peut-être que le destin de ce monde moderne qui tend vers sa finitude, eh ben, peut-être que c'est un peu comme un nuage dans le ciel. Le ciel reste bleu, le nuage, lui, il est en train de se résorber. Voilà, je pense que c'est important en tout cas de se raccorder à une vision, même si on ne le vit pas personnellement, mais de se raccorder à cette vision-là, qu'il existe une réalité intemporelle, euh, éternelle, qui, elle, n'est pas affectée le moins du monde par les secousses du monde. Je trouve que c'est, enfin, en tout cas personnellement, le fait de savoir que cette réalité existe, même si je n'y ai pas accès, m'aide beaucoup pour relativiser tout ce qui se passe dans l'arène, la scène de théâtre. Voilà, je me dis, bon, on est dans la commedia dell'arte, hein, et le but, c'est pas de trop s'identifier au rôle et de pas non plus accorder trop de puissance à ce qui se donne à voir, à ce qui se joue sur la scène de théâtre. Nous sommes dans un grand théâtre. La Mhm. vérité se joue ailleurs. Mhm. Donc, pour toi, tu as une lecture plus spiritualiste en référence avec les grandes traditions où il y a des étapes où en ce moment, ben, ça correspondra à une étape qu'évoquent certaines traditions et c'est ce qui te permet d'avancer avec, dans ce théâtre Mhm. de la vie dans lequel nous sommes. Ouais. Pour Ouais. moi, on est avec des enjeux de croissance collectivement, hein. On est avec des enjeux de croissance psychique. On a besoin vraiment de maturer, de quitter le stade anal, de poursuivre un périple, un- un cheminement d'individuation, hein, je pourrais revenir dessus après, mais il y a des enjeux de croissance psychique et des enjeux de croissance spirituelle. Nous avons été trop longtemps coupés du fait de la culture matérialiste de nos racines spirituelles. Et là, comment vivre sans racines spirituelles si on ne peut pas s'enraciner dans, oui, dans une foi. Alors après, je sais que dans la culture matérialiste, il y a des gens, quand on utilise le mot Dieu, ça les fait frémir d'horreur parce que, voilà, mais je pense pas au Dieu des religions, mais en tout cas de pouvoir se dire qu'il y a une dimension bien plus grande que nous et que la vie ne nous veut pas de mal. La vie ne nous veut pas de mal. La planète non plus ne nous veut pas de mal. Voilà, on a simplement à trouver notre place à nous dans le monde. Voilà, trouver notre place à nous dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est très important ça pour moi. Et puis je
je pense aussi que les solutions, elles seront individuelles et intérieures dans un premier temps. On a vraiment à se construire. C'est capital de rester unis, de rester en relation avec les autres, bien sûr. Simplement, au préalable, on a vraiment un travail de mise en ordre à faire. Un travail, comme je disais tout à l'heure, d'individuation, de différenciation. Sortir de la masse, pouvoir s'enraciner dans des fondations solides, avoir un axe. Voilà, que nos différents centres, hein, le centre de l'énergie dans le ventre, le centre du cœur, le centre de l'esprit, que ces centres-là soient reliés. Voilà, c'est très important pour moi qu'on puisse chacun œuvrer à la construction de cet axe qui nous verticalise et qui nous enracine dans la terre et nous fait vibrer au contact du cosmos, au-dessus de nos têtes. Pour moi, donc ça veut dire que prioritairement, on a à nettoyer nos écuries d'Augias. On a vraiment à guérir nos blessures d'enfant. On a à grandir en maturité, avoir plus de maturité, aller davantage vers la sagesse, vers la connaissance, vers la maturité, vers cette capacité à tenir à l'intérieur de nous une chose et son contraire, pour éviter ce qui s'est passé pendant la période covidienne, où on a été, du fait pour moi d'un déficit d'autocontenance, d'un déficit de maturité psychique collectif, on a été dans le passage à l'acte en permanence et dans le projectif. Hein, on a projeté sur l'autre nos problématiques, nos angoisses. Je prends par exemple la jeunesse, elle a récupéré de plein fouet toutes les angoisses de tout le monde et c'est devenu un peu le bouc émissaire. Donc, c'est important qu'on conscientise nos angoisses, qu'on chemine, qu'on apprivoise nos blessures d'enfant, qu'on se pacifie à l'intérieur de nous. C'est tout l'objet de mon premier livre, hein, le bonheur d'aller vers soi, aller vers cette solidité, vers cette tranquillité intérieure, vers cette joie de vivre. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie du premier travail, hein. Se Oui. libérer des emprises, retrouver notre liberté, notre souveraineté intérieure. Et puis en plus, je pense que pour pouvoir rencontrer notre vulnérabilité, il faut qu'on soit suffisamment construit. Et c'est important pour vraiment devenir un humain digne de ce nom, un humain accompli, d'aller aussi du côté de la vulnérabilité, d'oser notre vulnérabilité, d'oser explorer notre douceur, notre sensibilité, notre intuition, notre capacité de tendresse, de lien, voilà, hein, qui sont plutôt traditionnellement et symboliquement des ressources du féminin, de l'ordre du féminin. Mais voilà, pour moi, ça passera. Faire face à cette crise va nous demander vraiment de grandir psychiquement, de nous éveiller à plus grand que nous, hein, et donc de faire ce travail de mise en ordre intérieur, de pacification, et de se reconnecter avec toute cette dimension de la vulnérabilité en nous qui, pour moi, ouvre la porte au sacré, qui ouvre la porte à une dimension de l'humanité qui est tout en dentelle, tout en délicatesse, tout en finesse. Donc, j'en déduis, pour schématiser, pas caricaturer, que nous sommes tous encore au stade anal, voire là, au niveau de la société, on est encore au stade anal, donc on a encore du chemin pour maturer, pour grandir. Et dans ta grille de lecture, j'entends Jung, l'approche de type jungienne, où il y a ce travail d'individuation de soi auquel nous avons la possibilité d'accéder, et c'est un vrai travail intérieur, un travail alchimique de transformation intérieure qui se fait en gardant, en cultivant maintenant le lien. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis, hein, garder le lien avec autrui, avec la société, et accéder à notre vulnérabilité, s'ouvrir à notre vulnérabilité, hein. Pour ça, il faut être suffisamment aussi en confiance pour pouvoir s'autoriser à s'ouvrir à notre vulnérabilité, et puis pourquoi pas s'ouvrir à une dimension de la vie qui est celle du sacré, qui dépasse l'entendement. J'ai bien compris? Oh là là, j'adore comment tu... Merci, merci. Oui, Mm. je Ouais, m'en ouais. prie.
Bon, je ne sais pas s'il y aurait une question encore. On arrive bientôt au terme de notre échange. Il y a ton livre que j'invite à lire, hein, Comment une crise nous transforme en profondeur, et où tu développes tout ça un petit peu plus que dans notre Oui, échange. oui, et aussi enfin, mon propos est nuancé. Quand je dis qu'on est au stade anal, ben, je souhaite quand même le rajouter. Mon propos ne se veut pas caricatural, hein, bien évidemment. La réalité est toujours beaucoup plus complexe et contradictoire que ce qu'on en dit, hein. C'est un résumé, mais bien évidemment, c'est- mon propos ne se réduit pas à ça. Tout à fait. C'est une des composantes. En tout cas, cette dimension de l'analité est une des composantes qui, pour moi, s'est manifestée à ce moment-là. Mm. Pour ce qui me concerne, j'appelle ça, on est dans la danse des traumatismes. Voilà, ça, c'est donc, on a un travail de ménage à faire par rapport à ça. Et Ouais. pour moi, nous ne sommes pas encore au stade de l'humanité. Nous ne sommes même pas à la préadolescence de l'humanité. Quand je vois le fonctionnement de type anal qui se déploie dans le monde et au niveau des gouvernants, donc il y a encore C'est du travail. 3 ans d'âge mental, hein, Ouais. si, alors, mais heureusement pour nous, nous sommes beaucoup plus complexes que ça et pas réductibles. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des énergies qui demandent quand même à être accompagnées pour qu'elles puissent évoluer vers autre chose, quoi. Hein, on est quand même destiné à devenir des êtres humains dignes de ce nom. Donc, il faut honorer la mission qui nous incombe, hein. Mm. Mhm. Une dernière question peut-être? Une Ou, question. Merci pour la réponse aussi déjà. Mm. Euh, mais vous avez beaucoup parlé de finalement soi-même, etc., l'exploration intérieure. Mais j'ai l'impression que avec ça, ou alors je ne sais pas comment ça peut jouer ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de société aussi. Mm. C'est-à-dire comment on interagit avec les gens, comment on apprend à interagir avec les gens si on n'est pas d'accord, comment on essaye de reformer une société citoyenne et non pas technocratique, comme on essaye quand même un petit peu de nous l'avancer. Et là, je crois qu'il y a un réel enjeu aussi de partir de soi et puis de savoir accueillir toutes ces différentes énergies qui sont là et tous ces peut-être ces stades de développement des gens ou toutes ces opinions variées et diverses. Voilà, moi, je Ouais. pense qu'il y a un enjeu là qui est pas évident si on veut rejoindre l'aspect groupal quoi, du groupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans un humain digne de ce nom, c'est un humain qui a cultivé l'art de l'altérité à l'autre, hein. C'est-à-dire comment je rentre en relation vraiment avec un autre, et un autre, c'est un autre différent de moi. C'est pas un autre moi-même, hein, c'est un autre différent de moi. Et donc, je danse, comment je vis, comment je construis une relation avec cet autre et ces autres qui sont différents de moi. Et, euh, et, et pour moi, quand même, le préalable à des relations de qualité dans laquelle on sait se positionner avec beaucoup de justesse ouais, beaucoup de justesse, hein, c'est pour moi vraiment le préalable, c'est la maturité psychique. Tant qu'on n'a pas, on voit bien dans nos vies les moments où notre maturité, on ne peut pas s'appuyer sur notre maturité psychique dans les relations avec les autres. On voit bien comment tout va à volo, quoi, hein, comment tout d'un coup on est dans le projectif, on est dans la. Enfin, donc pour moi, il y a vraiment à s'éduquer au sens le plus noble du terme pour se, se- se verticaliser. euh, et je pense que si on accepte tous de faire ce travail-là, quand on se retrouve en relation avec l'autre, eh bien, on est davantage dans des relations où l'autre peut exister en tant que tel, c'est-à-dire différent de moi. C'est-à-dire, je ne saute pas dessus, je ne l'agresse pas parce qu'il il est en train de me contredire. Voilà, c'est juste, il a le droit d'être qui il est autrement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que m'avait dit une amie thérapeute et c'est un peu comme un mantra. C'est rendre à l'autre son destin, sa liberté, sa responsabilité. Pour moi, ça, c'est vraiment l'art de la relation. C'est-à-dire, voilà, on peut débattre, il y a de la place pour le débat, il y a de la place pour le conflit, mais on est ensemble dans la relation et on rend à l'autre sa responsabilité et sa liberté.
il est qui il est, il pense comme il est, et je suis en face de lui, c'est la même chose, et on voit comment on peut tricoter des choses ensemble ou détricoter des choses ensemble, les deux étant parfois nécessaires. L'art d'être debout dans la relation par temps de tempête. Mhm. Et les groupes qui avancent sont des groupes qui sont capables de réguler tout ça, de réguler leurs divergences. Oui, le chantier reste immense. Ouais. Il ne suffit pas simplement de faire du travail sur soi, d'être dans du coaching, développer. Il s'agit d'être en lien avec les autres, avec le monde. Et c'est une dynamique globale avec laquelle le changement va pouvoir s'opérer. Et la question, c'est jusqu'où est-ce que nous allons nous enfermer, nous immerger, nous engluer dans de la technoscience qui va diriger nos vies, technoscience et finance. Ouais. Et jusqu'où nous allons développer la capacité à être tous des êtres responsables qui laissent à l'autre sa responsabilité d'être ce qu'il est, et jusqu'où nous allons aller vers vraiment une véritable démocratie. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas encore, elle est même en danger, je crois. Là, on est dans des velléités de démocratie, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour aller dans une véritable démocratie où les citoyens ont leur parole à part entière et où on va pouvoir co-construire ensemble ce changement que ce monde, de cette fin de civilisation appelle. Ouais, je partage tout ça, bien sûr. Ouais. Voilà, ben nous allons conclure, Ève, si tu veux bien. Oui, Je pense oui. qu'on arrive au terme de cette rencontre. J'ai envie de dire pour conclure que quand j'ai écrit ce livre, je voulais aussi donner des clés de compréhension et aussi redonner la confiance. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conflits, encore beaucoup de pathos, beaucoup de tragédies. Et moi, je pense qu'il est important, c'est de faire de sa vie une œuvre et pas une tragédie. Et on pourrait être tenté par tant de Covid, enfin par tant de crises, on pourrait être tenté de basculer dans le désespoir et le nihilisme. Et c'était mon intention, c'était aussi de dire à travers mon analyse, ne nous laissons pas intimider, ne nous laissons pas impressionner par ce qui se manifeste dans le monde. On sait pas, ce qu'on en voit n'est pas la totalité de ce qui s'y joue. Et s'il y a des forces, des énergies qui œuvrent à la destruction de ce monde, c'est pour que l'autre puisse éclore. C'est parce que nous sommes à un moment de transmutation, à un moment d'éclosion. Et je pense que le nouveau monde, il est déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous, et il est déjà là, en filigrane, en pointillé. Et donc, voilà, j'avais envie de transmettre ça, de transmettre la confiance que la confiance que le monde à l'intérieur de nous, qui est en train d'éclore, va nous amener vers davantage d'humanité. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut cultiver, enfin qu'il faut. C'est ça qui serait bon pour tous de cultiver dans notre jardin, dans notre psyché, dans nos relations, dans notre vie. Oui, comme dit, c'est un joli programme, effectivement. Et donc, c'est à chacune d'entre nous de développer cette responsabilité, d'en prendre la responsabilité. Et une manière de rester positive, ben, c'est de rester connecté avec des gens qui sont dans une véritable réflexion de fond et dans une dynamique respectueuse de l'humain, de l'altérité, comme tu l'as dit, et dans une aspiration à une coévolution qui va vers une véritable transformation qui éclaire chacun de nous et qui éclaire le monde. Voilà, Mm, restons positifs. mm, mm. Ouais, oui, oui, tout à Mm. fait. Mm. Merci Ève, pour ce temps de partage. Merci à toi, Karine. Je te remercie beaucoup. Bonne continuation. À bientôt, à plus tard. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir. Mm. Salut, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mm.